On n'a pas commandé pour ton fils, a dit ma sœur, lui tendant une corbeille à pain, tandis que ses enfants mangeaient des steaks à 100 € et un dessert. Mon père a ajouté, tu aurais dû lui préparer quelque chose. J'ai simplement souri et dit, notez. Quand le serveur est revenu, je me suis levé et j'ai annoncé ma décision. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à réparer les pots cassés de ma sœur, qu'ils soient financiers, émotionnels, allant même jusqu'à garder ses enfants, pendant qu'elle partait pour ses escapades d'urgence de dernière minute. Je l'ai fait sans recevoir beaucoup de remerciements, en entendant toujours la même phrase de la part de nos parents, elle traverse une période difficile. Comme si moi, je ne traversais rien. La vie de Gilles a toujours été un enchaînement de catastrophes dramatiques, mais d'une manière ou d'une autre, elle réussit toujours à retomber sur ses pattes, parce que quelqu'un est toujours là pour la rattraper. Généralement, moi et nos parents. Ils agissent comme si elle était cette créature fragile et sans défense, qui ne peut être tenue responsable de rien. Pendant ce temps, moi, je suis la personne fiable, la stable, celle qui n'a jamais de répit. Alors, quand j'ai proposé de payer pour le dîner du 40e anniversaire de nos parents, une soirée que j'espérais sincèrement être un rassemblement paisible, c'était un geste important. J'ai réservé le meilleur steakhouse de la ville, j'ai arrangé une salle privée, et j'avais prévu de les surprendre avec une photo encadrée de leur jour de mariage, que j'avais fait restaurer. Il ne s'agissait pas de marquer le coup. Je voulais juste une soirée où tout le monde s'assierait, partagerait un repas, et se comporterait comme une famille. Au lieu de cela, je suis entré face à ce qui s'apparentait à un peloton d'exécution d'indifférence. Nous sommes arrivés avec 5 minutes d'avance. Mon fils, Mason, me tenait la main en entrant, excité à sa manière timide et silencieuse. Il n'arrêtait pas de demander s'il pourrait commander un dessert. Je lui ai dit qu'il pourrait avoir tout ce qu'il voulait. À l'intérieur, Gilles et sa famille étaient déjà assises. Doug avait un verre à la main. Leur garçon jouait bruyamment à un jeu sur leur tablette. Gilles ne s'est pas levé. Elle a juste jeté un regard par-dessus son épaule et a dit « Oh, salut ». Ma mère m'a fait un câlin distrait. Mon père est resté assis et m'a à peine adressé la parole. Personne n'a demandé comment allait Mason. Personne n'a même regardé le sac que je tenais avec leurs cadeaux. Nous nous sommes assis. J'ai aidé Mason à déplier sa serviette et j'ai commencé à regarder le menu avec lui. Il a montré du doigt les tendeurs de poulet et a souri. J'étais sur le point d'appeler le serveur quand Gilles s'est penché, a tiré la corbeille à pain vers Mason, et a dit « On n'a pas commandé pour ton fils ». Elle l'a dit comme si c'était normal. J'ai cligné des yeux. J'ai pensé qu'elle avait peut-être mal compris, mais mon père a renchéri, comme si c'était évident. Tu aurais dû lui préparer quelque chose si tu savais qu'il aurait faim. Ce fut le moment décisif. Pas seulement les mots, mais le ton désinvolte. La façon dont le visage de Mason s'est légèrement décomposé. Le silence de ma mère, qui n'a même pas levé les yeux de son verre d'eau. Le petit sourire suffisant de Gilles, comme si elle venait de marquer un point. Je suis resté assise quelques secondes, et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû accepter il y a des années. Eux n'allaient pas changer, mais moi, je le pouvais. J'ai fait signe au serveur. Quand il est arrivé, je me suis levé et j'ai dit, s'il vous plaît, annulez toutes les commandes qui n'ont pas encore été envoyées en cuisine. Et mettez tout ce qui est déjà en route sur l'addition de mon père. C'est son anniversaire, après tout. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis, j'ai regardé à nouveau le serveur et j'ai ajouté, aussi, mon fils prendra l'entrecôte, saignante, avec le gratin de macaroni à la truffe et un coca. Faites vite, s'il vous plaît. Doug a toussé comme s'il avait avalé son verre de travers. Gilles me fixait, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Oncle Gary a laissé échapper un rire, un seul, bas et lent. Tante Denise n'a même pas essayé de cacher son sourire. Le serveur a hoché la tête et s'est éloigné. Je me suis rassise comme si de rien n'était et j'ai tendu un graissin à Mason. Il l'a pris, toujours silencieux, mais je pouvais le voir. Il savait que j'avais pris sa défense. Le dîner a continué, mais l'ambiance avait changé. Les enfants de Gilles se plaignaient du retard de leur commande. Doug lui chuchotait à l'oreille. Mes parents n'arrêtaient pas de se jeter des regards, comme s'ils essayaient de décider s'ils devaient dire quelque chose. Je m'en fichais complètement. L'addition est arrivée. Mon père l'a regardé comme si c'était une insulte. Il n'a pas dit merci. Il ne m'a même pas regardé. Au moment de partir,
j'ai donné la photo de mariage encadrée au serveur et lui ai demandé de la poser sur la table après notre départ. J'ai pris la main de Mason. En sortant, j'ai accidentellement heurté le chariot de dessert. Une assiette s'est brisée. Je ne me suis pas excusé. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Appels, textos, messages vocaux, tous furieux. Gilles demandant quel était mon problème. Mon père exigeant que je le rembourse. Ma mère disant que je les avais embarrassés. J'ai ignoré chaque message jusqu'au lendemain, quand ils ont dit qu'ils passaient me voir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils n'ont même pas prévenu par texto. Ils se sont simplement garés dans mon allée, comme si c'était chez eux, et ont gravi les marches. Mes parents et Gilles. Doug était étrangement absent. Probablement une décision intelligente de sa part. Il semblait toujours disparaître lorsque des conversations sérieuses s'imposaient. Mason les a vus par la fenêtre avant moi. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé avec cette même expression fatiguée que j'avais commencé à reconnaître en moi. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas essayé de ranger la maison ou d'arranger les choses. J'ai juste pris le téléphone et appelé oncle Gary. Ils sont là, ai-je dit. On arrive dans 10 minutes, a-t-il répondu. Pas de questions, pas de drame, comme toujours. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'il ne puisse sonner. Ma mère est entrée la première, comme si elle était propriétaire des lieux. Gilles a suivi, les bras croisés, la mâchoire serrée. Mon père était le dernier, tenant une enveloppe Kraft comme si c'était une sorte de contrat que j'allais devoir signer. Personne n'a dit bonjour. Personne n'a regardé Mason, qui était assis sur le canapé, faisant semblant de jouer sur sa Switch, mais écoutant chaque mot. Gilles a ouvert la bouche dès qu'ils ont été tous à l'intérieur. Tu as mis toute la famille dans l'embarras hier soir. Elle l'a dit comme si c'était un fait, comme si j'avais ruiné un rituel sacré en refusant de laisser mon fils être traité comme un chien errant mendiant à table. Je n'ai pas répondu. Ma mère a enchaîné. Tu as fait une scène. Tu as manqué de respect à ton père. Nous n'avons jamais été aussi humiliés en public. C'était risible. Ce sont les mêmes personnes qui se sont un jour disputées en hurlant dans un restaurant pour un coupon oublié. Mais bien sûr, c'est moi qui étais la honte de la famille. Mon père a posé l'enveloppe sur le comptoir et l'a tapotée légèrement. C'est la facture pour le salon privé du restaurant. 1000 €. Puisque tu as fui tes responsabilités, nous attendons que tu paies ta part. Leur culot était incroyable. Je n'ai pas touché l'enveloppe. J'ai juste dit, attendez ici. Et je suis parti. 2 minutes plus tard, la porte latérale s'est ouverte et oncle Gary et tante Denise sont entrés. Ils n'ont pas non plus pris la peine de dire bonjour. Ils savaient de quoi il s'agissait. Le sourire de ma mère s'est effacé dès qu'elle les a vus. Gilles a marmonné quelque chose dans sa barbe. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. Je suis retourné dans la cuisine et je me suis tenu en face d'eux. J'ai décidé que j'arrêtais de soutenir Gilles, ai-je dit. Pas de préambule, pas d'excuses, juste la vérité. Elle n'est pas mon enfant. Je ne suis pas son filet de sécurité. Je paie la moitié de son loyer depuis presque 1 an. Ça s'arrête aujourd'hui. Si elle et Doug veulent rester dans leur appartement, Doug peut prendre le relais, ou elle peut déménager. Gilles a commencé à élever la voix, mais je ne l'ai même pas regardé. Ma mère s'est tournée vers oncle Gary, essayant de l'impliquer, en disant qu'il devrait rester en dehors des affaires familiales privées. Denise est intervenue avant qu'il ne puisse répondre. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas haussé la voix. Elle a calmement énuméré tout ce que j'avais fait pour Gilles au fil des ans, l'argent, la garde des enfants, le soutien émotionnel, puis a posé une simple question. Quand est-ce que l'un d'entre vous a aidé Linda pour la dernière fois? Personne n'a répondu. J'ai finalement pris l'enveloppe, l'ai ouverte et j'ai parcouru la facture. 1000 €, tout rond. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Je vais vous donner 500 €, non par obligation, mais par pure mesquinerie, juste pour être sûr de pouvoir dormir ce soir en sachant que vous n'avez pas eu la totalité. La main de mon père a frappé le comptoir. Le visage de ma mère s'est tordu en un mélange de tristesse et de rage. Gilles avait l'air de pouvoir me sauter dessus. Sortez, ai-je dit. Ils n'ont pas bougé, alors je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Je suis restée là, silencieuse. Oncle Gary s'est levé aussi. C'était suffisant.
Ils sont partis en marmonnant et en claquant la porte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste verrouillé la porte derrière eux et je suis resté là un moment. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était juste le silence. Une rupture nette. Je pensais que c'en était fini. Mais les jeux ne faisaient que commencer. Tout a commencé par les appels téléphoniques. D'abord de ma mère, puis de Gilles, puis de mon père. Messages vocaux, textos, longs messages sur Facebook. Tous variés en niveau de culpabilité, de manipulation et d'insultes pures et simples. J'ai tout ignoré. Pendant 2 jours, rien de ma part. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. C'est alors que l'autre type de vengeance a commencé. Gilles a publié un long statut vague sur Facebook, quelque chose sur certains membres de la famille qui se croient meilleurs que tout le monde. Elle a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir été élevée par de vrais parents et qui lui avaient appris l'amour, et non l'orgueil. Elle a reçu des j'aime. J'ai reçu des commentaires de sympathie. Quelques personnes m'ont envoyé des messages privés pour me demander ce qui s'était passé. Je n'ai pas dit un mot. Puis sont venus les appels à l'école de Mason. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'accueil disant que quelqu'un avait signalé une préoccupation concernant le bien-être émotionnel de Mason. Anonyme, bien sûr. Je savais exactement qui c'était. Ils étaient prêts à tout. La conseillère scolaire a rencontré Mason, a dit qu'il semblait aller bien intelligent, calme, respectueux, aucun signal d'alarme. J'ai dit à la conseillère qu'il y avait des problèmes familiaux, et elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça. Ensuite, il y a eu le texto de groupe. Ma mère a créé une nouvelle conversation avec la famille élargie tante, oncle, cousin. Elle a dit qu'elle avait le cœur profondément brisé et qu'une de ses filles coupe les ponts avec la famille sans raison. Elle ne m'a jamais nommé, mais ce n'était pas nécessaire. Oncle Gary a répondu avec une seule phrase, « Nous savons exactement ce qui se passe ». Gilles a quitté la conversation 10 minutes plus tard. Puis, de nulle part, Doug m'a appelé. Je n'avais même pas son numéro enregistré. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont tout le monde gérait les choses, mais qu'il voulait rester neutre et espérait que cela ne signifiait pas que nous allions couper les ponts entre les enfants. Comme si Mason était le problème. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Et puis, 10 jours après le dîner, mon père s'est présenté à mon travail. Il est entré dans le hall comme s'il faisait juste des courses, a dit à la réceptionniste qu'il était là pour déposer quelque chose. Quand je suis sorti, il m'a tendu une photo imprimée. C'était du dîner. Quelqu'un avait pris une photo sur le vif, moi, debout, Mason me regardant, tout le monde en arrière-plan, soit choqué, soit figé. Mon père s'était entouré d'un marqueur rouge et avait écrit « C'est à cette personne que tu as fait honte ». Je n'ai pas pris la photo. Je lui ai dit de partir. Il n'a pas dit un mot, il est juste sorti. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord de mon lit et je me suis enfin permis de tout ressentir. Pas la tristesse, mais l'incrédulité que ces gens étaient ma famille, que c'était leur réponse après que j'ai défendu mon fils. J'aurais pu tout faire exploser à ce moment-là, tout révéler, mais je ne voulais pas de guerre. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait un dernier effort. Une lettre, manuscrite, simple. Je l'ai postée à la maison de mes parents et une autre à Gilles. J'ai dit que je voulais la paix, que je n'étais pas intéressé à faire traîner les choses, mais que je ne serais plus culpabilisé, blâmé ou manipulé. Que s'il voulait avancer, cela devait être mutuel, respectueux, honnête. Pas de réponse. Une semaine s'est écoulée. Puis je l'ai vu. Une autre publication, cette fois depuis le compte de ma mère. Une photo d'elle, de Gilles et des enfants de Gilles, souriant, s'enlaçant, avec la légende, la famille, c'est tout, même si certains oublient ce que cela signifie. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en avais fini d'être la discrète. J'étais prête à me battre. Je n'ai pas ressenti de colère en voyant cette photo de ma mère et de Gilles souriant sur Facebook. J'ai ressenti quelque chose de pire, le vide. C'était comme regarder des gens que je connaissais autrefois, prétendant être une famille qui n'avait jamais existé. Et la légende, la famille, c'est tout, même si certains oublient ce que cela signifie, fut la dernière impulsion dont j'avais besoin. Je n'allais pas répondre de manière émotionnelle. Pas de diatribe, pas de drame. J'allais laisser la vérité faire le travail pour moi.
Alors, j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai envoyé un email à mon propriétaire et j'ai demandé toute la documentation relative à mes paiements de loyer pour l'appartement de Gilles. Il me l'a envoyé en moins d'une heure, ligne par ligne, mois par mois. 7 mois de loyer partiel, pour un total de 5 700 €. Je l'ai imprimé, j'ai surligné les paiements, j'ai joint un bref résumé, et je l'ai envoyé à Gilles dans une enveloppe Kraft plate. Pas de mots, pas de message, rien de plus. 12 minutes plus tard, elle m'a envoyé par texto une capture d'écran de son solde Venmo, 34 €. Et juste 4 mots, poursuis-moi en justice alors. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté anonymement dans un groupe de parentalité privée dont je fais partie. De vraies mamans, de vraies histoires. J'ai demandé, pardonneriez-vous à votre sœur si elle vous prenait de l'argent pendant 7 mois, mentait, puis vous humiliait publiquement pour avoir fixé une limite? Les réponses ont été écrasantes. Des centaines de commentaires. La plupart étaient en colère en mon nom. Certaines ont partagé des histoires étrangement similaires. Une femme a même dit, j'ai essayé de pardonner à la mienne. Je suis toujours en train de nettoyer le désordre qu'elle a laissé derrière elle. Mais ce qui m'a secoué est arrivé plus tard dans la nuit. Une femme que je ne connaissais pas m'a envoyé un message privé. Elle a dit qu'elle avait travaillé avec Gilles dans une agence de marketing numérique, et a affirmé que Gilles avait inventé une fausse plainte au RH pour la faire rétrograder après un désaccord mineur. Elle a perdu son emploi 3 mois plus tard. Au début, je ne l'ai pas cru, jusqu'à ce qu'elle m'envoie une photo d'une fête. Gilles, au bord de la piscine, un verre de vin à la main, souriant dans une robe de créateur. L'horodatage correspondait à ce même week-end où Gilles m'avait dit qu'elle était complètement fauchée parce que Doug avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Elle m'avait même demandé de l'argent ce jour-là, et je lui avais envoyé 200 €. Je n'ai pas répondu à la femme, mais j'ai tout sauvegardé. Le lendemain, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. En faisant de la place dans le garage, j'ai trouvé une vieille boîte de mon enfance. À l'intérieur se trouvaient des albums photos poussiéreux, des dessins au crayon volant, et quelques cartes d'anniversaire que ma mère avait gardées. Au fond, il y avait une enveloppe qui n'avait rien à faire là. Elle était adressée à mon père, de la part de ma mère. La date remontait à près de 22 ans, une semaine après ma naissance. Elle était manuscrite. Je n'étais pas censé la voir. Dans la lettre, elle écrivait à quel point elle se sentait fatiguée après l'accouchement, à quel point elle était dépassée, mais ensuite, le ton s'assombrissait. Elle disait qu'elle ne voulait pas d'autre enfant, qu'elle était contente avec un seul. Elle m'a appelé une surprise pour laquelle elle n'était pas prête. Et puis est venue la partie qui m'a glacé le sang, je ne pense pas que je m'attacherai un jour à ce nouveau bébé. J'ai l'impression de faire semblant. Je suis trop fatigué pour essayer. Elle parlait de moi. Je suis resté assise par terre pendant 1 heure, à la fixer. Je n'arrêtais pas de repenser à toutes les fois où j'avais dû mériter son amour, mendier son attention, rester dans l'ombre du chaos de ma sœur tout en faisant semblant d'aller bien. Ce n'était pas dans ma tête. C'était là depuis le début. Cette nuit-là, après que ma sonne se soit endormie, je me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai écrit un seul email, non pas émotionnel, mais factuel. J'ai listé l'argent que j'avais payé, les messages que j'avais reçus, les mensonges que Gilles avait racontés, la manipulation, puis j'ai joint une photo de la dernière page de la lettre. Juste un paragraphe, je ne pense pas que je m'attacherai un jour à ce nouveau bébé. J'ai l'impression de faire semblant. Je suis trop fatigué pour essayer. J'ai cliqué sur envoyer. Pas d'objet, pas de signature, juste la vérité. Puis je les ai tous bloqués. Chaque numéro, chaque email, chaque compte. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour la paix. Mais la paix n'a jamais été leur objectif. Et en moins de 48 heures, ils ont trouvé un nouveau moyen de s'en prendre à moi, un moyen que je n'avais pas vu venir. Le coup à la porte n'a même pas sonné comme un avertissement. Il était 14h40. Je venais de terminer un appel professionnel, et j'étais en train de plier le linge de ma sonne. J'ai pensé que c'était Amazon, ou peut-être un des voisins qui déposait un courrier mal distribué. Je ne m'attendais pas à voir 2 femmes en civil, montrant des badges. Service de protection de l'enfance, a dit l'une d'elles. Je suis resté figé une seconde, pensant qu'elles s'étaient trompées de maison, mais non, elles ont demandé à me voir par mon nom. Quelqu'un avait fait un signalement, anonyme bien sûr,
disant que je laissais Mason seul à la maison pendant de longues périodes, qu'il semblait renfermé et possiblement négligé. Je ne peux même pas décrire cette sensation, comme de la glace qui glisse le long de votre colonne vertébrale, tandis que votre cœur essaie de s'échapper de votre poitrine. Mais je n'ai pas paniqué. Je les ai laissées entrer. Elles étaient professionnelles, prudentes, pas accusatrices. Elles ont regardé autour d'elles, ont vérifié le réfrigérateur, ont cherché des signes de négligence. Elles ont posé des questions, ont même parlé à l'école de Mason le même jour. Le signalement ne correspondait pas à la réalité, évidemment. La chambre de Mason était propre, remplie de livres et de jeux. Ses professeurs leur ont dit qu'il était bien élevé, qu'il réussissait très bien en classe, et qu'il aidait même les autres enfants en difficulté. Le réfrigérateur était plein. Son emploi du temps était structuré. Et pourtant, un signalement comme celui-là ne disparaît pas simplement. Il reste dans le système. Son école avait maintenant un dossier. La directrice, bien que compréhensive, a dû ajouter une note officielle. Juste pour information, m'a-t-elle dit. Même les signalements non fondés peuvent déclencher des escalades automatiques s'il y a un deuxième appel. C'est là que j'ai su que ce n'était pas un appel à l'aide. Ce n'était plus un drame familial. C'était la guerre. Je suis rentré chez moi et je suis resté assise en silence pendant plus d'1 heure. J'ai juste fixé le tapis, en réfléchissant. Puis j'ai appelé oncle Gary. Je lui ai tout raconté, la visite, les questions, la façon dont l'assistante sociale s'est excusée en partant, parce qu'elle savait que c'était une perte de temps. Il n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il ne s'est pas mis en colère. Il a juste dit, c'était le coup de semonce. Tu dois agir. Alors, j'ai agi. J'ai sorti les reçus, les relevés de loyer, les captures d'écran de Venmo, les photos de la fête avec Gilles se prélassant au bord de la piscine, sirotant du vin le même week-end où elle m'avait dit que Doug était aux urgences et m'avait supplié de l'aider. J'ai tout imprimé. J'ai tout organisé dans des dossiers. J'ai même déterré de vieux textos où elle me remerciait de l'avoir sauvé encore une fois. Et puis, en fouillant dans une boîte de documents, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié, une carte manuscrite du 2e anniversaire de Mason, de la part de Gilles. Elle disait, « Merci d'être toujours la personne stable. Je m'effondrerais sans toi. » Littéralement. Ça aussi, ça a été dans le dossier. Ensuite, il y a eu la mise en demeure. Mon avocate a été rapide. Elle avait déjà vu des cas comme celui-ci, où des familles utilisaient de faux signalements pour forcer quelqu'un à reprendre le contrôle. Nous en avons envoyé une à Gilles, une à ma mère, une à mon père. Chaque lettre détaillait le harcèlement, les calomnies en ligne, la fausse plainte aux services sociaux, la dette impayée. Le message était clair, un autre geste de ce genre, et nous porterions plainte. Puis l'inattendu s'est produit. Doug m'a envoyé un message. Je ne savais même pas que je ne l'avais pas bloqué. Il a envoyé une seule chose, une capture d'écran d'un virement bancaire. 2850 €, exactement la moitié de ce que j'avais payé pour leur loyer. Pas de mots, pas d'excuses, juste la transaction. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé, je lui ai dit d'arrêter. J'ai déménagé. Fais ce que tu as à faire. Je l'ai regardé pendant un long moment. Doug était lâche, mais ça, c'était lui qui sautait du navire. Denise m'a appelé 2 jours plus tard, elle m'a dit qu'elle avait croisé ma mère à l'épicerie. Elle m'a dit que ma mère avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a dit qu'elle marmonnait toute seule dans le rayon pâtisserie à propos de moi qui détruisait la famille. Mais Denise n'allait pas laisser passer ça. Elle lui a dit, Linda n'a rien détruit. Elle a juste finalement arrêté de jouer à votre jeu. D'autres messages ont suivi. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans m'a contacté, elle m'a dit que Gilles lui avait emprunté 600 € il y a 6 mois, avait promis de les rembourser en 1 semaine, puis l'avait bloqué. Elle a vu mon nom dans les commentaires de Facebook et a fait le rapprochement. Une autre tante a dit qu'elle avait une fois conduit 2 heures pour aller chercher Gilles après une dispute avec Doug et n'avait même jamais reçu de remerciement. Plus je m'éloignais, plus les histoires affluaient. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule qui l'avait épuisé. J'étais juste la dernière à dire ça suffit. Mais ce n'était pas fini. J'étais enfin libre ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que, 2 semaines plus tard, une lettre arrive. Pas de Gilles, pas de mes parents, de leur avocat. Et elle contenait une phrase qui m'a retourné l'estomac, nous demandons un droit de visite pour Mason. Ils allaient rendre les choses légales.
Il s'en prenait à mon fils. L'enveloppe n'était pas épaisse, mais elle semblait lourde. Plus lourde que tous les messages, toutes les insultes, toute la manipulation. À l'intérieur, il y avait une seule page, une lettre de leur avocat, l'avocat de mes parents. Il demandait un droit de visite pour les grands-parents. Il disait que je leur refusais l'accès à ma sonne par dépit, que je nuisais à son développement émotionnel, que j'avais brusquement et sans motif rompu tous les liens avec sa famille élargie. Ils ont eu le culot de dire que c'était dans le meilleur intérêt de ma sonne de les voir. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir blessée et que j'ai commencé à me sentir dangereuse. J'ai appelé mon avocate immédiatement. Elle l'a lu, a fait une pause, et a dit sèchement, ils n'ont aucune chance. La loi de l'Arizona est claire. Ils n'ont aucun fondement. Mais elle a aussi dit autre chose. Ce n'est pas une question juridique. C'est personnel. Ils utilisent les tribunaux pour vous effrayer, pour vous épuiser. Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de voir ma sonne. Il ne se souciait pas de son bien-être. Il l'avait ignoré au dîner, m'avait dit que j'aurais dû lui préparer quelque chose, lui avait tendu une corbeille à pain pendant que leurs enfants mangeaient des steaks à 100 €. Il s'agissait de contrôle, de me rappeler que peu importe à quel point je m'éloignais, il pouvait toujours trouver un moyen de revenir. Ce week-end-là, j'ai tout mis en ordre. D'abord, j'ai déposé une réponse officielle par l'intermédiaire de mon avocate. Nous n'avons pas simplement rejeté leur demande. Nous avons joint des preuves, captures d'écran, messages, photos, reçus, le rapport des services sociaux qui avait été classé sans suite tout. Ensuite, j'ai de nouveau contacté l'école de ma sonne et j'ai ajouté une documentation officielle. J'ai soumis une liste de personnes non autorisées. Mes parents et Gilles étaient désormais interdits d'accès à l'école, pas de ramassage, pas de bénévolat, rien. Puis j'ai fait changer les serrures. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai mis à jour mon testament. Denise et oncle Gary étaient désormais les seuls tuteurs légaux de ma sonne si jamais il m'arrivait quelque chose. Je leur ai donné accès à mes documents juridiques, à mes comptes bancaires, à tout. Et enfin, j'ai passé un dernier coup de fil à une de mes amies qui travaillait dans la modération des médias sociaux. Je lui ai demandé s'il était possible de retrouver l'adresse IP qui avait soumis le signalement initial aux services sociaux de manière anonyme. Elle n'a pas pu confirmer grand-chose, mais ce qu'elle a dit était suffisant. Disons simplement que cela venait d'un quartier familier. Gilles. Ils ont essayé de me ruiner avec les services sociaux. Cela n'avait pas fonctionné. Alors maintenant, ils essayaient d'utiliser les tribunaux. Mais ce n'était pas un jeu que j'allais perdre. La veille du rejet officiel de la requête, j'ai écrit un dernier message. Il n'a pas été envoyé par email. Il a été imprimé. Je l'ai posté. Une copie à mes parents, une à Gilles. Voici ce qu'il disait, c'est la dernière fois que vous aurez de mes nouvelles. Je vous ai donné des décennies de chance. Je vous ai aidé. Je vous ai protégé. Je suis restée silencieuse. J'ai joué le jeu. Vous m'avez récompensé par de la trahison, des mensonges, et maintenant des menaces judiciaires visant mon enfant. Vous n'êtes plus ma famille. Si vous essayez de me contacter ou de contacter ma sonne à nouveau, je demanderai une ordonnance restrictive. Si vous vous présentez à ma porte, j'appellerai la police. Si vous tentez à nouveau de vous immiscer dans ma vie, je rendrai chaque détail public. C'est fini pour de bon. Puis j'ai bloqué leurs numéros, bloqué leurs emails, supprimé les contacts mutuels, et je les ai effacés. Non par colère, mais par survie. Je pensais que je me sentirais vide. Je pensais que je serais en deuil, mais ce ne fut pas le cas. J'ai emmené ma sonne camper le week-end suivant. Juste nous deux. Pas de téléphone, pas de bruit, juste des arbres, le ciel, et le calme. Il a grillé une guimauve, a souri, et a dit, « Tu as l'air plus heureuse. » Je l'étais. Nous étions enfin en sécurité, enfin libres. Et peu importe ce qui arriverait ensuite, j'étais certaine d'une chose.